Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance numéro 176. Aujourd'hui, une série de 3 émissions, une longue interview que j'ai eue avec Caroline Ardouin. Caroline Ardouin, psychologue qui a travaillé dans sa carrière au sein des services de protection de l'enfance, notamment durant 14 ans dans le département de Périgueux. J'ai eu la chance de la voir en face de moi dans les studios de RLP et j'ai prélevé 1h30 de contenu, c'est-à-dire en fait assez pour 3 émissions. Nous commençons aujourd'hui la protection de l'enfance vue de l'intérieur par une psychologue professionnelle. Attention, ça décoiffe, c'est parti, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Toujours depuis les studios de Coulommiers-Chamiers à Périgueux, avec aujourd'hui une psychologue encore du local. Nous faisons du local, une professionnelle, Madame Caroline Ardouin, qui est venue nous voir. Nous la remercions beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, ça va ? Très bien, très bien. Très bien, très bien. En cette début d'année qui va être particulièrement intéressante, je pense. Bien sûr. Bien sûr. On l'espère. On l'espère. Pour chacun, oui. Bon, dites-moi, je vous ai contacté il y a quelques mois pour que vous puissiez nous voir et nous parler, parce que vous avez un parcours qui me semblait effectivement intéressant et les gens vont voir pourquoi effectivement je vous ai contacté. Est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes déjà et comment on devient Caroline Ardouin aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé par tout ça ? Alors en fait, Caroline Ardouin, bon, j'ai ma vie personnelle, mais disons que je suis psychologue clinicienne et je suis arrivée dans le département de Dordogne dans les années 2000. Vous avez étudié avant, vous avez étudié où ? À Lille. À Lille. À Lille. Vous arrivez du Nord. J'arrive du Nord, voilà. J'ai fait du voyage Nord-Sud. Oui. Donc je suis une immigrée. À la recherche du soleil. Peut-être, enfin bon, des affaires personnelles m'ont amenée, disons, à m'installer ici. Et donc le travail que j'ai trouvé en arrivant, après un parcours où j'avais travaillé auprès de jeunes sans domicile dans une structure assez innovante dans le Nord. J'ai travaillé à l'aide sociale à l'enfance pendant 10-15 ans. Enfin, oui, c'est ça, jusqu'en 2014, je crois. Et puis, aujourd'hui, après différentes formations, je me consacre davantage à la fois au travail en libéral et à la fois au travail auprès de nos aînés dans un EHPAD, un petit EHPAD hospitalier de petite taille et qui reste relativement, je dirais, bienveillant et soutenant. Il y en a encore, tout à fait. Oui, bien sûr, heureusement. Pourquoi vous avez fait psychologue ? Vous le saviez depuis longtemps ? Vous aviez des choses à regarder ? Ou qu'est-ce qui vous a amené ? Vous êtes passé par d'autres voies ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé faire un master de psychologie ? Parce que c'est un master. Alors, à l'époque, c'était un DESS, mais oui. Aujourd'hui, on appelle ça un master 2. D'accord. C'est Bac plus 5, en fait. Tout à fait. Je crois que je suis devenue psychologue parce que j'étais extrêmement sensible, ce qui à la fois m'embarrassait, et puis à un moment donné, j'en ai fait un atout plutôt que d'en faire un fardeau. Bien entendu, probablement et certainement même, dans ma propre famille, j'ai dû certainement avoir des choses qui s'y sont passées, qui ont fait de moi une enfant très sensible et très à l'affût. Voilà, j'ai entamé ces études-là, j'ai fait un travail, du travail sur moi-même. Les parents, c'est une famille traditionnelle, les parents étaient ensemble. Les parents étaient ensemble, mais j'ai perdu ma mère très tôt et on était une famille à secret. C'est-à-dire qu'elle a... Oui, les squelettes dans le tiroir. Exactement, dans le placard, comme dirait l'autre. Ouais. Donc j'ai mené l'enquête après dans ma vie de jeune adulte. Voilà, je fais tout un travail de récupération de Sherlock Holmes, pour comprendre ce qui s'était passé dans cette famille et pour moi déjà. Oui. Et vous avez commencé à travailler sur vous très tôt en fait. Oui, la psychologie vous a aidé à ça.
Je sais pas si la psychologie m'a aidée parce que il fallait que je fasse quelque chose dans ma vie, c'était plutôt ça. Oui. Et je me disais que la sensibilité que j'avais pouvait être un atout. Mais au départ, dans ma vie de psychologue, de jeune psychologue, je crois que le travail que j'avais à mener sur moi-même n'était pas terminé. Donc souvent, c'était difficile aussi d'être psychologue au début. Maintenant, je suis une psychologue plutôt épanouie, sans doute parce que voilà, tout ce travail-là est derrière, les bagages sont déposés. Bon, c'est jamais complètement. Je reste un être sensible comme tout Ça a à été chacun. votre premier choix d'études supérieures? J'ai fait d'autres choses. J'ai fait un peu d'économie, un peu d'information communication. Et c'est au cours de cette formation en information communication qu'on avait un prof qui s'appelait Guéréchi, qui était aussi écrivain et qui nous parlait des études de Freud, des cas de Freud. Et il était passionnant, ce monsieur. D'accord. Et en fait, c'est lui qui m'a donné envie Voilà, d'être psychologue. c'est là que l'étincelle est venue. Ah oui, donc vous aviez complètement. 19-20 ans à peu près. C'est ça, Vous ouais. étiez en deuxième année ou en première année, ouais, et vous ouais. êtes passé, ensuite vous avez fait la passerelle pour Voilà. la fac de psychologie Voilà. parce que vous avez trouvé quelqu'un qui vraiment avait la flamme. Et, Ouais. c'est ça? Et D'accord. ce qu'il racontait me passionnait. Oui, Ce qu'il racontait sur les ça les résonnait à humains. l'intérieur. Ah oui, D'accord. le- Et la fac de psychologie, l'enseignement théorique a répondu à vos attentes? C'est un enseignement très complet. Ça passe du cerveau aux statistiques pour les tests. Il y a et beaucoup les de grandeur au pieds des début, tests. on va le dire. Par contre, après, il y a du contenu quand même. Ah oui, il y a Quand du on contenu. reste, il y a quand même Ouais, beaucoup de il y a- contenu. ouais, ouais. Ah oui. La psychopathologie, non, c'est des études très intéressantes. Vous avez fait une avec des spécialité, stages. vous? Moi, c'était psychopatho-clinique, donc c'était tout ce qui est le fonctionnement normal et entre guillemets pathologique des humains, qu'ils soient petits, moyens ou grands. D'accord. Voilà. Il n'y avait pas encore à l'époque les séparations entre gérontologie... Non, on faisait de la neuropsychologie, Oui. on faisait de la psychologie du vieillissement. C'était à l'époque une formation. Soit on était en clinique, soit on était en travail, psychologie du travail, soit on était en expérimental. Il y avait un peu ces trois directions. Soit on allait travailler avec les gens, soit on allait travailler dans le milieu du travail, sur la souffrance au travail, soit on allait faire des expériences en labo, de la recherche, etc. Oui, parce que ça, on ne le sait pas, mais il y a aussi de la recherche en psychologie. Absolument, On fait des absolument. tests et on... Voilà, Bien sûr. ouais, dans tous les domaines, il peut y avoir de la recherche, ouais. Donc un DVSS. C'est toujours 5 ans. Il parle de porter ça à 7 ans, mais c'est D'accord. encore en projet. C'est Bon. pas, à ma connaissance. Hein, ouais. Vous êtes allé travailler tout de suite après? Oui, en cours d'études. En fait, j'ai travaillé pendant mes études parce que j'ai fait mes études tard, comme j'ai traîné un peu au début. Donc, j'ai travaillé dans un foyer de jeunes filles. J'ai travaillé surtout dans un foyer de jeunes filles, en fait. Justement, d'enfants placés. D'accord. Voilà, des jeunes filles dans un foyer à Lille. Ils m'avaient prise Donc, comme un monitrice, contact éducatrice. directement Absolument. avec la réalité. Absolument. La réalité crue d'ailleurs, parce que les Absolument. foyers du placement, c'est la réalité crue, on va le Oui. dire. C'est, Ouais. C'était des jeunes filles de 13 ans, 13 à 18 ans, quelque chose comme ça. Ouais, ça commence voilà. à être des choses qu'il faut être capable de regarder. Ouais. Oui, absolument. Ouais. Vous êtes resté là-bas quelques années. Oui, le temps d'une partie de mes études, à la fin de mes études, le dernier stage que j'ai fait, c'était dans cet accueil pour jeunes sans domicile. C'était un truc innovant à Lille, où c'était le début de la considération pour les personnes sans domicile, et notamment les jeunes. Ils avaient créé une structure, un café, avec une équipe médico-sociale et avec une approche très humanisante, en fait, où il s'agissait de pourvoir aux besoins de base, donc un café chaud, un regard, un salut, une douche, des tuyaux pour des habits, des soins de base, et de créer un lien avec des bénévoles, avec des travailleurs sociaux. Et il y avait une équipe médico-sociale dont je faisais partie, un médecin, une psychologue, un éduc-spé. Et après, nous, on travaillait en parallèle quand le lien était créé pour essayer d'aider la personne, le jeune, à prendre sa place dans la société. Hein. Ouais. Donc c'était là aussi souvent des jeunes, il y avait un certain nombre de jeunes que j'ai retrouvés après à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, ils arrivaient comme c'était pour les 18-25 ans, c'était soit des jeunes demandeurs d'asile qui arrivaient traumatisés, soit c'était des jeunes que des assistantes sociales nous amenaient à 18 ans en disant maintenant il n'y a plus de prise en charge du département, il est à la rue, soit même ils arrivaient par eux-mêmes.
Voilà, c'était beaucoup des situations comme ça. Voilà. D'accord. Vous avez quitté Lille en quelle année ? 2000. D'accord. 2000. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, c'est l'amour. Ah, mon Dieu. Qui donne des ailes. Qui donne des et ailes. qui a fait traverser le pays. Exactement. Pour venir voir les Cro-Magnons ici. Exactement, D'accord. exactement. Ouais. Et ici, vous avez travaillé, je crois, au département. Exactement. Mais durant un certain temps. Durant, je dirais, 13-14 ans. Ouais. D'accord. 14 ans au service de placement familial du département. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes parti il y a longtemps ? 2014, je crois. 2014-2015, quelque chose comme ça. Okay. Vous avez à la fois le recul et la connaissance. D'accord. Après, vous êtes passé, je crois, par une structure de, vous m'aviez dit... Après le département, qu'est-ce que Après le département, j'ai voulu travailler avec dans un autre domaine. Je me suis formée en musicothérapie et parce que j'ai toujours chanté et j'ai voulu. Ça m'intéressait aussi les aînés, les vieux, les vieilles. Non mais c'est une très grande école. Nos aînés, ils sont. En plus, c'est quelque chose de très important à faire. Donc j'ai trouvé après cette formation, j'ai trouvé un poste dans un petit EHPAD de 40 résidents-résidentes et à côté, je fais du libéral. Donc, vous êtes où ? Je suis à la maison de santé de Saint-Pierre de Gignac. D'accord. Voilà. Après. Saint-Pierre de Gignac, ok. Oui. Je crois que vous aimez ce que vous faites. Ah oui, tout à fait. Ah oui. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Caroline Ardouin sur RLP qui vient nous voir et dit donc vous avez été confronté extrêmement rapidement donc à ces soucis de placement et d'enfance. Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on vit en fait le métier de psychologue auprès de l'enfance en danger quand on est au département, de l'intérieur, vu de l'intérieur, comment ça se passe ? Vu de l'intérieur, on travaille avec une équipe. On est le seul psychologue dans une équipe qui couvre un territoire. Donc, moi, j'ai fait différents territoires dans le département, peu importe. Mais le département est divisé en différents territoires. Et le psychologue, en général, travaille avec 2 équipes, quoi. Une équipe, par exemple, sur le Grand Périgueux et une équipe sur Hautefort, par exemple. D'accord. Ça peut être ça. Donc, il travaille avec des éducateurs spécialisés, il travaille avec ce qu'on appelle un peu, avec un vocabulaire d'un autre temps, un inspecteur. Donc, c'est le chef, en fait. L'inspecteur, c'est l'interface. Il a une formation particulière ou c'est un administratif ? C'est un cadre. Alors, moi, ce que j'ai eu, c'était des gens qui avaient été éduques et qui avaient passé les concours. Ils sont passés par l'IRTS, ils avaient une vraie formation. Oui, parfois. Souvent, c'était quand même... Le plus souvent. D'accord. Le plus souvent, c'était des gens qui venaient du terrain et qui après avaient passé des concours d'attaché territorial, c'est des concours administratifs qu'on passe pour être un peu chef d'un service. Voilà. Attaché, c'est très vaste. C'est très vaste, ça peut être dans d'autres domaines. Dire qu'on va dans l'ASE et l'enfance, généralement, c'est par volonté. Oui, alors je pense que c'était des gens, en tout cas, qui avaient un parcours où ils connaissaient quelque chose à l'enfance en danger, à l'éducation spécialisée. À l'époque, en tout cas, c'était le cas. Donc, on travaille avec des éducateurs, on travaille avec un inspecteur, et on se pose beaucoup de questions parce que ce sont des réalités très, très diversifiées et que chaque famille, chaque individu, chaque enfant est unique. Donc, on recommence à zéro. On a des connaissances, bien sûr. En tant que psychologue, on a des connaissances en psychologie du développement, comment ça se construit un être humain dans sa famille, quels sont les besoins de base d'un enfant à peu près pour qu'il tienne sur ses 2 pattes, quels sont les grands dérapages psychologiques qu'il peut y avoir pour un enfant, les fonctionnements, les maladies, enfin, ou les dérapages, je pourrais dire comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'être parent ? Qu'est-ce que c'est qu'être parent à peu près convenable ? Parce qu'un parent parfait, ça n'existe pas, mais disons, qu'est-ce que c'est la parentalité ? Qu'est-ce que c'est que certains appellent la dysparentalité, c'est-à-dire une parentalité qui dysfonctionne complètement et qui va un peu manquer son but, qui est de soutenir le développement de l'enfant et de l'amener à être indépendant. Donc il y a beaucoup de questions. Oui, surtout que vous mettez le point, rien que de ce que vous avez dit, il y aurait de quoi déjà parler durant plusieurs heures, parce que la définition de la parentalité déjà n'a jamais vraiment été posée. La question de l'intérêt supérieur de l'enfant,
C'est une tarte à la crème, il n'y a pas de définition juridique. Qu'est-ce qu'être un bon parent? Je veux dire, la définition du bon parent change au fur et à mesure du temps. Il y a 200 ou 300 ans, être un bon parent n'était pas la même chose qu'il y a 50 ans, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc en plus, il y a des notions de relativité mais les gens ne sont pas formés à être parents. Certains le subissent, certains le veulent. Donc déjà, rien que là, effectivement, on est sur un territoire qui est extrêmement complexe. Très vallonné, oui, bien sûr. Extrêmement complexe. Avec effectivement une société qui a changé, avec des lois sur les droits et les devoirs des enfants et des parents qui ont changé. Il y a 50 ans, on était parents et il y avait, quand il y avait des séparations d'enfants et de parents, souvent les enfants étaient placés, ils étaient coupés de leur famille et puis terminés, quoi. La DAS, qui était centralisée à l'époque, allait les voir de temps en temps, et c'était tout, quoi. Déjà à l'époque... Il y a 50 ans. Hein. Déjà il y a 50 ans, on plaçait les enfants lorsque les parents se disputaient. Pas forcément se disputer. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus d'un tiers des placements, d'après Maître Hamas, les conflits parentaux. Alors, moi, les situations que j'ai vues à l'aide sociale à l'enfance, c'est pas tant des situations de conflits lors des séparations, c'est plus des situations d'enfants qui étaient soit négligés très gravement, extrêmement gravement, soit parce qu'il y avait un des parents ou les deux qui souffraient de pathologies mentales, ça existe, et qui ne sont pas forcément prises en charge, il n'y a pas forcément les soutiens nécessaires ou les possibilités, et souvent c'est des gens qui souffrent, mais qui pour eux sont normaux, vont très bien, quoi. Mais il y a des pathologies qui font que la personne, elle peut pas se rendre compte de l'autre, quoi, et des besoins de l'autre. Hein. Donc ça peut être un cas de figure. Il y a aussi la misère sociale qui peut amener des gens à avoir des... Ils sont indigents, ils peuvent pas. Qui peuvent complètement avoir des comportements qui sont je dirais, modifiés par les souffrances qu'ils vivent, qui sont des souffrances sociales, le manque d'argent, le manque de tout, le manque de support aussi, le manque de considération, qui font que, ils ont un enfant, mais ils sont pas prêts du tout à faire face à tout. Voilà, c'est trop. Il y a des accidents, des gens qui meurent aussi, après, des avions qui tombent. Absolument. On l'oublie, mais ça fait partie du quotidien. Des parents qui décèdent dans un accident brutalement, et l'enfant, il y a personne dans la famille proche pour ou alors il y a quelqu'un, mais de toute façon, à un moment donné, l'aide sociale à l'enfance va être sollicitée. Oui. Ça, c'est l'esprit d'origine de l'ordonnance de 45. L'ordonnance de 45 qui définissait le placement de l'enfant, c'était effectivement, on vient remettre en cause l'autorité parentale dans les cas où effectivement l'enfant est profondément en danger et on vient effectivement le secourir, mais dans des cas qui restaient à l'époque exceptionnels. Bon. Est-ce que ce caractère d'exceptionnel et de cas grave et a vraiment continué à perdurer, ou est-ce que... allez, on va y aller, on va commencer. Pour une fois qu'on en a une, là. Voilà. Je vais dire, de l'intérieur, est-ce que la machine fonctionne bien ? Comment vous l'avez vu de l'intérieur, vous ? Moi, j'ai été une psychologue, j'ai été une psychologue très souvent en colère. J'étais d'ailleurs, j'étais tout le temps en colère parce que je voulais bien faire, parce que je pense que mes collègues éducateurs aussi voulaient bien faire. Face à des scandales révoltants en permanence. Peut-être pas des scandales, mais disons que quand on évalue la situation d'une famille et d'un enfant, l'état d'un enfant, c'est quelque chose de très compliqué, qui vous met dans une place avec une grande responsabilité. En fait, il faut déjà savoir qu'il y a deux cas de figure. Soit il y a une demande de soutien de la part d'une famille, ça c'est l'accueil provisoire, c'est quelque chose qui est négocié, ça part de la famille et des services sociaux qui demandent au service de placement qu'il y ait un lieu de vie qui soit organisé
pour l'enfant et qui soit pas celui de la famille, mais il continue à voir sa famille très régulièrement et c'est provisoire et c'est négocié avec des objectifs, soit c'est le placement judiciaire qui est décidé par le procureur ou par le juge des enfants. Juge des enfants, en général. Oui, juge des enfants ou procureur. Ça peut être le procureur saisit le juge des enfants, je crois. Voilà. Et donc, il y a une mesure de placement parce qu'il est estimé par la justice que l'enfant se trouve en danger pour son développement. Est-ce que tous les enfants que vous avez vus étaient des cas graves qui nécessitaient qu'on intervienne ? Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, là où j'intervenais, sur les équipes avec lesquelles j'intervenais, on a un nombre quand même très important de mesures. Mettons que je travaillais avec 8-9 éducateurs, chacun avait environ 40 situations à la fin de mon travail à gérer. Voilà. Donc 40 situations, 4 x 9, 36. Moi, en tant que psychologue, je n'ai pas vu de façon approfondie les 360 situations. Je n'aurais pas la prétention de dire que je suis intervenue réellement sur les 360, parce que c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. C'est ça qui vous mettait en colère ? Oui, parce que même si toute situation, elle est revue annuellement, en tant que psychologue, on a une formation et on sait que c'est de la dentelle, on sait que c'est subtil, on sait qu'il faut essayer de ne pas se tromper, de proposer les bonnes stratégies et que pour ça, il faut creuser, entendre, regarder, observer, recueillir les observations, les croiser, voir ce qui se contredit, voir ce qui va dans le même sens. C'est un énorme travail. Et je crois que ce qui met en colère, c'est quand ça va trop vite. Et souvent, il y avait cette sensation, qui n'était pas qu'une sensation, qui était une réalité d'une ambition très importante de la loi de protection, mais de moyens qui ne sont pas à la hauteur de la réalisation de cette ambition. Et du coup, les professionnels sont dans une situation où ils font de leur mieux. Moi, j'étais parfois très en colère et très triste parfois parce que je trouvais que c'était insuffisant le travail mené ou qu'il aurait fallu faire autre chose ou que ceci ou que cela. Parce on n'est pas à la hauteur de l'enjeu, en fait. Voilà. Ouais. Et puis, il faut voir qu'on est dans des décennies, là, on va dire, moi, depuis que je travaille comme psychologue, j'ai vu les services publics de psychiatrie être désinvestis au niveau financier, donc devenir de plus en plus fragiles, de plus en plus morcelés, de plus en plus incohérents. Et donc, c'est important de comprendre que quand on a un enfant qui, par exemple, a été soit négligé gravement, soit battu, pas forcément parce que le parent était méchant, mais battu parce que il y avait des crises dans la famille, que une personne ne savait pas se contrôler, ou qu'elle était saoule, ou que ceci ou que cela, ou qu'elle avait eu ça à l'ancienne quand elle était jeune, ou qu'elle-même avait été éduquée comme ça, et donc elle faisait et que n'avait pas, voilà. Donc il y a tout un travail à mener avec les enfants, avec leur famille, et ce travail on peut pas le faire seul. Il faut le faire avec des partenaires qui soient aussi solides, sur lesquels on puisse compter, avec lesquels on puisse dialoguer, créer une confiance. Et bon, moi j'ai vu quand même le désarroi de plus en plus important des services de psychiatrie, et qui aujourd'hui, où il y a 6 mois, 1 an d'attente quand on veut consulter. Et ça, c'est aussi une grande interrogation. On a l'impression que là-haut, il y a des volontés idéologiques où on se dit, on a une vision peut-être très idéalisée de l'environnement, que nous allons intervenir pour sauver plein de gens avec des mécanismes. Et les mécanismes, en fait, aujourd'hui, les enfants placés, je crois, c'est 190 000 enfants. C'est la ville de Toulouse, alors que les détenus, c'est 45 000, c'est le stade Vélodrome. Et avec des équipes pour les recevoir, qui la plupart du temps sont des gens qui ont été formés, qui sont des bons professionnels, mais est-ce que vraiment on peut sauver le monde en l'accordant à quelqu'un un quart d'heure toutes les 2 semaines ? C'est ça, c'est-à-dire que c'est cruel ce que je viens de dire. Non, mais c'est pas tout à fait faux, c'est-à-dire que les éducateurs et moi-même, bien souvent, on était en grand désarroi parce que l'éducateur, c'était important. Par exemple, quand un enfant était placé en famille d'accueil, faut voir que pour un enfant, quand il est placé en famille d'accueil, il est
forcément, il y a quelque chose qu'il a à travailler du lien avec tous les adultes qui l'entourent. Et il faut qu'on l'aide à ne pas se sentir en conflit de loyauté avec ses parents. Il faut qu'ils sentent qu'il y a du respect pour chacun, que chacun a sa place. Mais ça, c'est un travail subtil qui demande à ce qu'on écoute l'enfant, à ce qu'on dialogue, à ce qu'on aide la famille d'accueil à pas parler trop fort ou parler trop vite sur les parents de l'enfant. Est-ce qu'on prend conscience vraiment de la souffrance des familles, ou alors on est posé que sur l'enfant? Certains parlent d'une certaine brutalité parfois lorsqu'on écarte les enfants, on demande aux parents de ne pas les voir, c'est-à-dire qu'ils les voient en fait toutes les minutes, toutes les secondes, et puis d'un seul coup, comme ça, ils vont les voir une fois par mois ou une fois tous les 6 mois, voire je ne sais pas. Est-ce qu'on prend en compte les réactions qu'ils peuvent avoir parfois, qui peuvent être hors cadre ou non acceptables, mais quelque part qui sont dues à tout ça? Les hôpitaux ont pris des siècles à prendre en compte la douleur. Est-ce que l'institution prend en compte la souffrance ? Je crois qu'elle prend en compte la souffrance, mais que elle traite pas forcément cette souffrance. Je suis un peu, c'est-à-dire que je crois que quand une mesure de placement tombe, très concrètement, les éducateurs du département sont appelés par leur chef pour aller mettre en œuvre cette mesure qui est demandée par la justice. C'est quelque chose d'extrêmement difficile et violent et pas facile, y compris pour eux. Mais d'abord, effectivement, pour cette famille et cet enfant vers laquelle on va intervenir et qu'il va y avoir séparation. Donc, bien évidemment, il y a à ce moment-là des expressions de souffrance de l'enfant, de sa famille, des réactions qui peuvent être diverses et variées. Et les éducateurs ont quand même l'expérience et l'humanité, enfin à l'époque en tout cas où j'y travaillais, pour à la fois avoir des conduites de réassurance sur l'enfant, des mots, des phrases, des repères, des projections, des phrases qui vont tenter de rassurer l'enfant, et vis-à-vis de la famille, de donner des repères pour pouvoir se parler bientôt, expliquer la mesure qui tombe, qui est là, le juge, pourquoi il a décidé ça, etc. Et donner un repère sur quand est-ce qu'on va se voir, etc. pour reparler de tout ça. Mais il n'en reste pas moins qu'une décision de placement, c'est-à-dire de séparer un enfant de sa famille, c'est une décision qui est extrêmement grave. Et du coup, effectivement, ce devrait être une décision qui est extrêmement mûrement réfléchie par ceux qui la prennent, c'est-à-dire par le juge. Ça devrait être préparé en amont. Avant que je travaille au département de Dordogne, je pense que les services de psychiatrie avaient un partenariat avec la justice, avec le département. Il y avait des institutions qui allaient mieux, qui étaient moins débordées, et je pense que peut-être il y avait des choses qui étaient travaillées davantage en amont. Nous, on regrettait souvent que les choses soient pas travaillées suffisamment en amont, y compris avec la famille. C'est vrai que normalement, les services de prévention, un placement, il n'arrive pas comme ça, je veux dire. En général, il y a une équipe de prévention des services sociaux qui est déjà en lien avec la famille. C'est rare que ce soit pas le cas. Mais si tout le monde est pris par le temps, s'il n'y a pas assez de moyens humains, il n'y a plus ce temps de dialogue et de préparation en amont, et du coup, les choses peuvent devenir très rudes, en fait, pour tout le monde. Et c'est vrai que, oui, parfois, moi, j'ai pu avoir l'impression, et je pense que les choses ne se sont pas arrangées, parce que le nombre de placements, je crois, s'est multiplié. Je regardais les chiffres avant de venir. Je crois qu'il y a une augmentation en 10 ans de 100%. Enfin, c'est un truc incroyable, quoi. Et je ne sais pas si le personnel a augmenté en mesure, mais ce qu'il faut voir, c'est que on est dans une société qui veut le mieux, mais qui ne sait pas toujours se donner les moyens et qui n'a pas toujours le courage politique de dire si on veut le mieux, il faut contribuer à hauteur des moyens, il faut payer, que chacun mette au pot pour qu'il y ait suffisamment de monde pour faire bien les choses. Voilà. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.